Il y a quelque chose que personne ne veut admettre. Le prix de ne pas mettre de limites se paye en tranches quotidiennes d'anxiété, de fatigue et d'auto-trahison. On nous a appris à être compréhensifs, à céder, à nous taire pour la paix ou par affection. Mais on nous a que rarement avertis du coût psychologique de s'habituer à avaler les mauvais traitements, le mensonge ou la manipulation, juste parce que celui qui les exerce est quelqu'un de proche. Le respect de soi n'est pas négociable, même pas par le sang ou par une histoire partagée. Il y a une ligne que, si tu permets aux autres de franchir, te fragmente de l'intérieur. Le stoïcisme le dit clairement. Ton esprit, ta dignité et ta volonté sont ton domaine. Et personne n'a le droit d'occuper ce territoire sans ton consentement. Tu n'es le bouet émotionnel de personne, ni le réceptacle des culpabilités des autres, ni le sac de frappe des frustrations d'autrui. Mettre des limites n'est pas de la cruauté, c'est de la justice envers soi-même. Et s'il faut élever des murs, on les élève. S'il faut perdre des liens, on les perd. Parce que porter des dynamiques toxiques est une dette intérieure qui ne mérite pas de continuer à croître. Il faut entraîner le filtre, détecter le mensonge déguisé en préoccupation, la compétition déguisée en blague, le contrôle enveloppé d'affection. Défendre ta paix est un acte de discipline, pas d'égoïsme. Personne ne va protéger ton bien-être si tu ne le fais pas d'abord. La dignité se défend, elle ne se mendie pas. Si cela fait mal de mettre des limites, il est encore pire de vivre sans elles. 1. Établis des limites claires sans exception. La vérité est celle-ci. Si tu ne mets pas de limites claires, tu deviens complice de ton propre épuisement. Il n'y a aucune excuse qui le justifie, ni amour, ni histoire partagée, ni peur de la réaction des autres. Laisser passer un manque de respect, même si c'est juste cette fois, est le premier paiement d'une dette qui se multiplie. Chaque exception que tu permets ouvre la porte à des exigences supplémentaires. Ce n'est pas une exagération, c'est le mécanisme réel par lequel l'abus et la manipulation se normalisent. Il faut cesser de se mentir en croyant qu'être flexible ou compréhensif évitera les conflits ou te fera plus apprécier. Les gens ne respectent pas ceux qui effacent leurs propres limites chaque fois que quelqu'un les franchit. Je te le dis sans détour. La tolérance infinie n'est pas une vertu, c'est une trahison de soi. Beaucoup se cachent derrière des phrases comme « c'est sa façon d'être »,« c'était sûrement sans le vouloir » ou « je ne veux pas créer de problème ». Mais qui paye le prix de ces silences? C'est toi, avec ta tranquillité, avec ton estime de soi, avec ce poids constant de sentir que tu donnes plus que tu ne reçois, que tu supportes ce que tu ne devrais pas supporter. La limite est inconfortable, car elle implique de dire jusqu'ici, même si la voix tremble. Elle implique de supporter l'inconfort de la culpabilité imposée, des regards qui t'accusent d'exagération ou de froideur. Mais cet inconfort est le prix de la liberté intérieure. Personne ne défendra ta dignité à ta place. Si tu ne délimites pas ce qui est inacceptable, il y aura toujours quelqu'un prêt à le franchir. Ne confonds pas compassion et soumission. Il n'est pas noble de sacrifier ton bien-être pour maintenir des liens qui t'épuisent. Mettre des limites est un filtre qui révèle qui te respecte vraiment et qui se contente de profiter de ta peur du conflit. Si quelqu'un est offensé par ce que tu t'affirmes, cette relation était déjà déséquilibrée depuis longtemps. Les justifications émotionnelles sont le piège parfait pour continuer à supporter l'intolérable. Mais la réalité est simple. Ce que tu permets une fois, tu le signes pour toujours. Le respect s'exige, il ne se mendie pas. Ne te laisse pas tromper en croyant que le temps arrangera les choses. Reporter la limite ne fait qu'étendre l'épuisement. Personne ne change parce que tu t'adaptes davantage. Il faut apprendre à dire non et à maintenir ce non même si la pression augmente. La dignité ne se négocie pas. Chaque fois que tu cèdes, des parties de toi se fragmentent et la reconstruction coûte plus cher. La ligne emblématique ici est claire. Cède une fois et tu perdras 10 fois. Il n'y a pas de santé mentale possible dans l'auto-anéantissement. La limite est ton bouclier, pas ta prison. Ne justifie pas la malhonnêteté répétée. Tu vas chez quelqu'un de proche,
Tu dînes avec la famille, les conversations coulent entre rires et commentaires inoffensifs, mais tout à coup, tu remarques une histoire racontée à moitié, un détail omis, une version différente de celle que l'on t'a donnée la semaine dernière. Ce n'est pas la première fois. Parfois, c'est un petit détail, d'autres fois, c'est une question importante. Mais la réaction automatique est de minimiser, de te convaincre que ce n'est pas si grave, que peut-être tu as mal compris ou que n'importe qui peut se tromper. C'est ainsi que commence le mécanisme. Ton esprit cherche des raisons pour adoucir l'inconfort, pour éviter le conflit de confronter quelqu'un que tu apprécies. Intérieurement, la négociation commence. Je ne veux pas avoir l'air paranoïaque, mieux vaut ne pas en faire tout un drame, c'était sûrement pour une bonne raison. C'est là que tu te pièges. Chaque fois que tu justifies un mensonge répété, même avec des excuses bienveillantes, ton cerveau normalise la tromperie et entraîne ta tolérance à la trahison. La confiance, qui devrait être un pilier, devient un pari incertain. L'anxiété surgit de ne pas savoir quand quelque chose sera vrai et quand ce ne sera qu'une version commode. Le coup psychologique est réel, la vigilance constante commence, l'analyse des mots et des gestes, le poids de sentir que rien n'est vraiment solide. La malhonnêteté répétée n'est pas un accident, c'est un choix. Celui qui ment une fois peut se tromper. Celui qui le fait plusieurs fois montre un schéma. Et ce schéma ne se brise pas parce que tu cherches des explications, mais parce que tu décides de ne plus l'accepter. L'autotromperie ici est le pire ennemi. Tu te dis que c'est pour éviter le drame, pour protéger le lien, mais en réalité, tu te protèges simplement de la douleur d'accepter que quelqu'un de proche te déçoit. Il est plus confortable de penser que tu exagères, que tout a une raison cachée, que personne n'est parfait. Mais ce filtre déforme ta perception et affaiblit ton estime de soi. Maintenir une relation où l'honnêteté est optionnelle est un investissement émotionnel qui entraîne des pertes. La tranquillité ne peut pas coexister avec le doute constant. Demande-toi combien d'énergie tu dépenses à revoir des conversations, à rassembler des pièces pour comprendre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Cet investissement de temps et de santé mentale devient une dette impossible à rembourser. Tu n'es pas obligé de tolérer la tromperie ni de la justifier pour préserver l'harmonie. Si tu cèdes ici, tu t'habitues à vivre sur un terrain instable. La vérité. Celui qui te respecte ne te cache rien. L'honnêteté est le sol solide de toute relation authentique. Ne te rabaisse pas à accepter moins. Défendre ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est une survie psychologique. Ligne iconique. Le mensonge répété est une fracture dans le caractère de celui qui le tolère. Il faut choisir l'inconfort de la vérité plutôt que le faux réconfort d'une relation basée sur des mensonges. Si tu dois justifier l'injustifiable, tu as déjà perdu trop. 3. Évalue ton temps, exige de la réciprocité. Parfois, je ressens une gêne si précise qu'elle ressemble à une confession embarrassante. Il y a des moments où je remarque, presque comme une alarme interne, que je consacre mes heures, mes idées et même mon énergie émotionnelle à des personnes qui à peine le remarquent. Et ce n'est pas de la colère, c'est un mélange amer de conscience et de résignation. Comme si je payais des factures avec du temps que je ne vais jamais récupérer. Il est facile de se tromper en croyant que la générosité est toujours une vertu, que céder de l'espace, de l'attention et de la disponibilité est un signe de maturité émotionnelle. Mais c'est l'une des tromperies les plus coûteuses de la vie adulte. La réalité est que le temps que tu donnes à quelqu'un est un investissement, et quand il n'y a pas de réciprocité, ce qui semble être un don se transforme en abandon de soi. Ici, je ne parle pas seulement de relations amoureuses, je parle d'amitié, de famille, même de ces engagements sociaux où tu donnes et donnes, espérant qu'un jour l'équilibre viendra simplement par logique. Mais l'équilibre n'est pas automatique. La réciprocité n'est pas une récompense pour un bon comportement, elle doit être exigée clairement et maintenue avec cohérence. Lorsque tu permets qu'on te confonde avec une ressource inépuisable, tu commences à remarquer les symptômes. Réponse tardive, plan où tu es toujours l'option de dernier recours, conversation où tes problèmes occupent la dernière place. Le mécanisme est subtil, mais il t'entraîne à accepter moins que ce que tu mérites. Cet entraînement mental est dangereux. Une fois que tu t'habitues à ce que ton temps vaut moins, le reste se contamine de la même manière. L'estime de soi baisse, la patience s'épuise, et tu finis par sentir que demander de la réciprocité est demander trop. Mais voici la ligne emblématique.
Le temps que tu offres ne revient pas et n'est pas remercié. Il faut accepter que tout le monde n'évalue pas de la même manière. Et exiger de la réciprocité n'est pas de l'égoïsme, c'est une justice basique. Chaque fois que tu cèdes ton attention à ceux qui ne la méritent pas, tu renforces un schéma de déséquilibre qui ne fait qu'augmenter. Il ne s'agit pas de compter les minutes, ni de chercher une symétrie mathématique, mais d'observer si la monnaie d'échange est le respect et la présence, pas l'habitude ni l'obligation. La stratégie ici est de cesser de justifier le déséquilibre avec des explications compatissantes. Il ne s'agit pas de devenir calculateur, mais de reconnaître que ton temps est limité et que le donner sans critères clairs, c'est permettre aux autres de le mépriser. Le respect de son propre temps est un filtre. Celui qui ne l'évalue pas, n'évalue pas non plus ton essence. La réciprocité n'est pas une exigence capricieuse, c'est la base de tout lien sain. Lorsque tu t'habitues à donner trop et à recevoir trop peu, l'épuisement devient une routine et la frustration une norme. C'est pourquoi la décision la plus difficile et la plus libératrice est de commencer à choisir avec qui et pourquoi tu investis tes minutes. Ligne emblématique. Évalue ton temps et les autres le feront, ou tu perdras tout. Tu n'as pas à donner d'explication pour protéger ton énergie. Le respect commence par la façon dont tu gères ta propre vie, et exiger de la réciprocité est la manière la plus convaincante de préserver ta dignité. 4. Le respect de soi est non négociable. Il y a une sensation aussi physique que mentale lorsque vous manquez de respect envers vous-même. C'est comme enfiler une chemise qui n'est pas à votre taille, sentir chaque couture vous serrer et ne pas pouvoir l'enlever, parce que, d'une manière absurde, vous croyez que c'est votre seule option. Dans le miroir, vous ne remarquez pas la différence immédiatement, mais les gestes se tendent. La main qui hésite avant de se défendre, le dos qui se courbe un peu plus chaque jour, le regard qui évite le contact lorsque quelqu'un franchit la ligne. C'est un processus silencieux, mais évident, comme voir la peinture d'un mur s'écailler peu à peu sans oser la repeindre. Le respect de soi n'est pas un accessoire, ni un vêtement que vous pouvez changer selon le climat. C'est le seul véritable manteau contre le froid de l'indifférence des autres et de l'auto-anéantissement. Certains croient que céder de petites parties d'eux-mêmes, laisser passer le commentaire blessant ou accepter le traitement inégal est une façon d'être mature, de prouver qu'ils peuvent tout supporter. Mais, en pratique, chacune de ces minutes de trahison de soi s'imprime dans le corps. Épaules affaissées, un nœud dans l'estomac, insomnie persistante. Cela se remarque dans les silences forcés à la table familiale, dans le rire fin lorsque quelqu'un vous rabaisse en déguisant l'attaque en blague, dans la fatigue qui ne disparaît pas même après des heures de sommeil. Ce n'est pas un hasard si les personnes qui posent des limites claires dégagent une présence différente, presque palpable. Elles ne parlent pas plus fort, elles ne s'imposent pas par la force. On le remarque dans leur façon d'être, dans la manière dont elles s'asseyent sans se recroqueviller, dans la voix ferme, même si elles disent peu de mots. La dignité se voit dans des détails minimes. Elle ne baisse pas le regard, elle ne se justifie pas sans raison, elle ne demande pas la permission d'exister. C'est un langage corporel et mental qui dit « Ici, c'est ma limite ». Et ce message est impossible à négocier, car celui qui essaye se heurte, inévitablement, à une barrière réelle. Le respect de soi est la ligne qui n'admet ni remise ni marchandage. Permettre aux autres de décider combien vous valez est le pire marché que vous puissiez accepter. Personne ne va vous rendre le temps, l'énergie, ni l'identité que vous offrez par peur du conflit. La vie se résume, bien souvent, à une séquence de choix inconfortables. Mais aucun choix n'est aussi coûteux que de renoncer à soi-même pour plaire ou appartenir. Ici, la ligne emblématique est simple. Le respect de soi est une frontière, pas une porte tournante. Vous n'avez pas à réexpliquer à quiconque pourquoi vous prenez soin de vous, pourquoi vous ne tolérez pas ce qui vous fait du mal, pourquoi vous choisissez le silence plutôt que l'humiliation. La liberté commence le jour où vous décidez de ne pas négocier votre valeur
avec qui que ce soit. Et cette décision se manifeste dans de petits actes. Dire non, s'écarter à temps, rester ferme lorsque l'on essaye de vous façonner selon leur manque. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la santé mentale. Celui qui se respecte ne demande pas la permission d'être en paix. Il la défend simplement, une décision à la fois. 5. Ne tolère aucune forme de violence. La violence, sous n'importe quelle forme, est une ligne qui ne se négocie pas. Peu importe si elle se camoufle derrière des blagues lourdes, des sarcasmes blessants, des cris déguisés en inquiétude, des silences punitifs ou des gestes qui te font te sentir inférieur. Il n'y a pas de nuance acceptable ni d'excuse valable. Tolérer l'intolérable, c'est ouvrir la porte à une dégradation progressive de ta dignité. Celui qui élève la voix pour s'imposer, qui te presse avec des menaces voilées, qui manipule ta peur, qui utilise la force physique ou émotionnelle pour te plier, franchit une limite que tu dois défendre de toutes tes forces, même si cela signifie rester seul ou rompre une histoire entière. Ne te trompe pas. Justifier la violence parce qu'il ne sait pas se contrôler, parce qu'il a été éduqué ainsi ou parce qu'il regrette ensuite, est une trahison envers toi-même. Tu n'es pas responsable de guérir la violence des autres ni de la supporter en espérant qu'un jour elle disparaisse. Si quelqu'un a besoin de t'humilier pour se sentir fort, ce que tu as devant toi est un abusé, pas une victime de son propre caractère. Le problème, c'est que l'habitude anesthésie. Tu t'adaptes au mauvais traitement, tu t'entraînes à supporter les cris comme s'ils faisaient partie de la vie, tu normalises les insultes comme s'il s'agissait de disputes normales, tu apprends à lire les signaux pour ne pas provoquer la prochaine explosion. C'est le piège le plus pervers. Tu t'habitues à l'inconfort, tu te convaincs que tu exagères, que tu devrais être plus patient, que partout, il y a des problèmes. Mais le corps ne ment pas. Les tremblements, l'insomnie, la peur de parler, la tension constante dans la mâchoire, le désir de disparaître pendant un conflit, sont des signes clairs que ton esprit paye un prix trop élevé. Il n'existe aucun amour ni loyauté qui justifie le sacrifice de ta tranquillité de base. Si tu restes, c'est parce que tu préfères la prévisibilité de la douleur, connue à l'incertitude de mettre fin à tout cela. Cette décision est une auto-agression silencieuse, qui s'accumule et, avec le temps, te fragmente. Assez de disculper le violent. Assez de penser que supporter est un signe de force morale. Supporter la violence ne te rend pas noble, cela te rend complice de ta propre dégradation. Si tu dois ajuster ton comportement pour ne pas provoquer, si tu mesures tes mots pour éviter les explosions, si tu sens que tu n'as pas le droit de te défendre, alors tous les limites ont déjà été franchies. Phrase emblématique. Tu tolères la violence une fois, et tu t'habitues à capituler. La violence n'est pas une preuve d'amour ni une étape qui passera. C'est un poison qui ronge l'estime de soi et détruit l'identité. Tu ne dois ni compréhension ni patience à celui qui te fait du mal. La limite doit être immédiate, inébranlable et visible. Si tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera. Défendre ton intégrité n'est pas un acte d'égoïsme, c'est ton obligation primaire. Ici, il n'y a pas de demi-mesure. Tu te respectes ou tu te perds. 6. Protège ta santé mentale de l'épuisement. La dure vérité est celle-ci. Si tu ne prends pas soin de ta santé mentale avec la même détermination que celle que tu mets à préserver ton intégrité physique, tu finiras par payer des factures émotionnelles que personne d'autre ne réglera pour toi. Peu importe combien tu t'efforces de t'adapter ou d'essayer de plaire aux autres. Si le prix à payer est de te sentir vidé, confus, épuisé ou constamment anxieux, le coût est trop élevé. Il existe un épuisement qui n'est pas visible, mais qui opère silencieusement, comme une fuite constante d'énergie qui te rend de plus en plus vulnérable. La plupart des gens s'habituent si rapidement à cette fatigue mentale qu'ils en viennent à penser que c'est une partie inévitable de la vie adulte, mais c'est de l'auto-tromperie. L'épuisement psychologique a des symptômes clairs. Tu perds la capacité de profiter, tu deviens irritable sans raison, tu as du mal à te concentrer, une apathie s'installe qui ne se résout ni avec du repos, ni avec des distractions. Tu commences à vivre en mode automatique.
comme si tu devais demander la permission de te sentir en paix. Le plus toxique dans ce mécanisme, c'est qu'il se nourrit de croyances profondément ancrées. L'idée que tu dois tenir bon pour les enfants, pour le partenaire, pour la famille, pour le travail. La fantaisie que c'est égoïste de te prioriser ou que c'est immature de ne pas supporter les gens difficiles. Mais protéger ta santé mentale n'est pas un luxe, c'est un besoin biologique et moral. Le cerveau ne résiste pas à une exposition chronique à l'abus, à la manipulation ou au stress relationnel sans conséquence. Tu te fragmentes, tu perds ta clarté, tu deviens une autre version de toi-même que tu reconnais à peine. Si tu ignores l'épuisement, tu deviens ton propre ennemi. C'est la ligne que personne ne veut accepter. Car cela implique de prendre ses responsabilités et de cesser d'attendre que l'environnement change tout seul. Le point critique se situe au moment où tu normalises le fait de te sentir mal. Quand tu cesses de te demander si tu mérites d'être tranquille, quand tu te résignes à vivre avec le nœud dans la gorge ou la pression dans la poitrine, il n'y a plus d'excuses. Tu as laissé l'épuisement envahir ta vie. Prendre soin de ta santé mentale commence par l'acte inconfortable mais vital de dire « Cela me fait du mal et je ne l'accepte plus ». Tu n'as pas besoin de justifier ni de demander la permission pour te protéger de l'environnement qui t'épuise. Changer implique de l'inconfort, mais cet inconfort est le seul chemin vers la guérison. Cesse de t'anesthésier avec l'habitude de tolérer l'intolérable. Ta paix n'est pas négociable. La santé mentale ne se mendie pas, elle se défend. C'est la ligne qui sépare la vie vécue dans la dignité de l'existence réduite à survivre. Le reste n'est qu'un épuisement accumulé et la facture arrive toujours. 7. Ne permets pas la manipulation émotionnelle. T'es en plein milieu d'une conversation familiale ou de couple et soudain, tu remarques comment le ton change, comment l'autre personne commence à te rappeler tout ce qu'elle a fait pour toi, combien elle a renoncé, ou à quel point elle se sent mal si tu ne réponds pas à ses attentes. Il n'y a pas de cris, pas d'insultes, juste une pression silencieuse, un discours soigneusement élaboré pour te faire sentir que céder est la bonne chose à faire, que dire non est être insensible ou ingrat. Cette scène, si commune et si subtile, est la base de la manipulation émotionnelle. Un mécanisme où la culpabilité, l'obligation ou la peur deviennent des outils pour altérer tes décisions. La manipulation n'a pas besoin de scandale, elle se nourrit de petites concessions, de ces moments où tu acceptes quelque chose, parce que tu sens que, si tu ne le fais pas, tu deviens le méchant de l'histoire. Et lorsque ce schéma se répète, ta volonté commence à se détériorer. Tu doutes de ton jugement, tu ajustes tes désirs pour éviter le malaise des autres. Et tu finis par vivre avec la sensation que tes choix ne t'appartiennent plus vraiment. Le processus est systématique et prévisible. D'abord, quelqu'un identifie ton point faible. Ta tendance à éviter les conflits, ton besoin d'approbation, ta peur de décevoir. Ensuite, il fait appel à des souvenirs, des promesses, des sacrifices ou même des maladies pour installer l'idée que tu as une dette morale ou affective impossible à régler. Le message n'est jamais direct. Il se camoufle dans des phrases comme « Après tout ce que j'ai fait pour toi, ça me fait mal que tu ne penses pas à moi » ou « Si quelque chose m'arrive, ce sera de ta faute ». Ainsi, tu te retrouves piégé dans un réseau d'obligations invisibles où l'affection est utilisée comme monnaie d'échange. Cette manipulation est particulièrement dangereuse car elle ne fait pas appel à la logique, mais à ton instinct le plus profond d'appartenance et de culpabilité. Le résultat. Tu acceptes des plans que tu ne veux pas. Tu renonces à ton temps. Tu remets tes objectifs à plus tard. Tout cela pour ne pas avoir à porter le poids de faire sentir mal l'autre. Mais ce prix est trop élevé. Phrase emblématique. La culpabilité des autres n'est pas ta responsabilité. Les conséquences ne tardent pas à apparaître. Tu commences à te méfier de tes propres désirs, tu deviens expert dans l'anticipation des réactions et parfois tu te surprends à justifier l'injustifiable. La manipulation émotionnelle affaiblit l'identité et laisse une empreinte durable. Il est beaucoup plus difficile de dire non. Tu te sens égoïste chaque fois que tu priorises ton bien-être et tu tombes dans le piège de penser que ta valeur dépend de combien tu cèdes.
Ici, il faut être très clair. Aucune relation saine ne se construit sur la base de la culpabilité ou du chantage affectif. La première étape est d'identifier le jeu, de comprendre que tu n'as pas à payer avec ta tranquillité pour maintenir l'équilibre de l'autre. Tu n'es pas responsable du bonheur des autres, est une règle à se tatouer mentalement. Rompre le cycle implique de supporter l'inconfort de décevoir, d'être accusé de froideur ou de distance. Mais cet inconfort est préférable à vivre dans une dette émotionnelle permanente. Le respect de soi se défend, il ne se négocie pas. La manipulation ne prospère que là où il y a peur de perdre. Si tu ne te perds pas toi-même, rien ne peut vraiment te être retiré. 8. Rejette les comparaisons blessantes. Je confesse qu'il m'arrive parfois de remarquer comment, au milieu d'une conversation apparemment innocente, quelqu'un lance une comparaison comme on laisse tomber une pierre dans un lac tranquille. Le geste est minime, un sourcil qui se lève, un commentaire déguisé en conseil, le simple fait de mentionner que un tel a réussi plus vite, que une autre est plus patient, que quelqu'un d'autre sait vraiment ce qu'il fait. Ce n'est pas seulement ce qu'ils disent, c'est comment ils le disent. La pause subtile avant de lâcher le nom, le regard qui reste une seconde de trop en attendant ta réaction, le ton qui se cache derrière la fausse admiration. Tu ressens, presque physiquement, cette petite descente dans la poitrine, une pression qui t'oblige à redresser le dos ou à froncer les sourcils pour ne pas laisser transparaître l'inconfort. C'est un mécanisme que tu connais. On te compare, on t'évalue sans demander la permission, et la blessure ne tarde pas à apparaître. Peu importe combien de fois tu te répètes que cela ne t'affecte pas, cela fait encore mal parce qu'au fond, la comparaison touche la fibre la plus vulnérable. Le sentiment de ne pas être à la hauteur. Les comparaisons blessantes ne sont pas des accidents, ce sont des outils précis pour façonner ton estime de soi selon les attentes des autres. Cela peut être à la table familiale quand on mentionne les réussites du cousin, au travail quand on loue le collègue qui performera sous pression, ou dans le couple quand surgit le fantôme des amours passés. C'est un entraînement silencieux. Tu t'habitues à mesurer tes pas avec la règle des autres, à traduire leurs éloges en rappel de tes prétendues lacunes. Le dommage est concret, pas abstrait. Tu vois comment tes mains cherchent quelque chose à faire, comment ta voix s'éteint ou s'accélère pour te justifier, comment ton esprit commence à passer en revue ce que tu as à faire, ce que tu aurais dû mieux faire. On t'entraîne, sans que tu le demandes, à t'identifier à l'insuffisance. Accepter des comparaisons destructrices, c'est signer un contrat invisible avec l'autocritique impitoyable. Chaque fois que tu permets à quelqu'un de te mesurer avec des critères que tu n'as pas choisis, tu renforces l'idée que ta valeur dépend d'une compétition imaginaire et éternelle. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'abandon de soi. Personne n'a le droit d'utiliser les réussites des autres comme un fouet, ni de pointer tes délais ou tes manières comme des défauts, simplement parce qu'ils ne correspondent pas à leur scénario mental. La comparaison est une dette qui ne se règle jamais. Il y aura toujours quelqu'un de plus réussi, de plus obéissant, de plus rapide. Si tu tombes dans ce jeu, ton identité se dissout et devient une somme d'attentes que tu ne finis jamais de satisfaire. Phrase emblématique. Tu n'es la copie de personne, ni le brouillon d'une autre vie. Rejeter les comparaisons blessantes n'est pas de l'arrogance, c'est défendre le droit d'être toi-même avec tes rythmes, tes erreurs et tes réussites uniques. C'est poser une limite claire. Ne pas accepter que ta valeur soit un sujet de débat public, ni que ton identité soit négociée sur la table des attentes des autres. Protège-toi de ceux qui nomment les autres pour te faire sentir moins. Le respect de soi exige de lever des barrières invisibles face aux comparaisons. Tu regardes droit devant, tu soutiens ta voix, tu fais clairement comprendre que ton processus n'est pas ouvert à la compétition. Ce n'est qu'ainsi que tu reprends le contrôle sur ton histoire. Phrase emblématique. Te comparer, c'est te perdre. Ne négocie pas ta singularité. 9. Couper les liens avec la trahison constante. Il y a un moment où la trahison cesse d'être un choc et devient une routine. Comme si boire de l'eau contaminée tous les jours vous apprenait à ne pas remarquer le goût amer, jusqu'à ce qu'un jour votre organisme ne supporte plus et s'effondre. C'est ainsi que fonctionne la tolérance à la déloyauté répétée. Ce n'est pas un accident, c'est une décision soutenue, une habitude qui vous déforme à chaque tromperie, chaque promesse rompue, chaque secret dans votre dos. L'auto-illusion ici est brutale. Vous vous convainquez que
tout le monde échoue, que personne n'est parfait, que peut-être vous avez une part de responsabilité pour ne pas être à la hauteur. Mais la vérité crue est que supporter la trahison, c'est prêter votre dignité au bourreau, laissant les autres abaisser votre valeur. Vous n'avez pas besoin de plus de preuves ni d'excuses. La trahison constante est une fracture dans le respect de soi, et chaque fois que vous la tolérez, vous vous habituez à vivre avec moins que ce que vous méritez. Cessez de négocier avec la déloyauté, car la trahison n'est jamais neutre. C'est une dette qui se paye avec de l'anxiété, de l'insomnie et ce sentiment d'insécurité qui vous accompagne partout. Justifier celui qui trahit, c'est s'entraîner à pardonner l'impardonnable, à se retrouver à chercher des excuses pour expliquer des actions que, si vous étiez le protagoniste, vous ne toléreriez jamais. C'est un entraînement pervers. Vous devenez expert dans la minimisation des dommages, dans la conviction que ce n'est pas si grave, dans le fait de soutenir des histoires à moitié, jusqu'à ce que votre seuil de douleur se transforme en une coquille vide. Couper les liens n'est pas de la cruauté, c'est de l'autodéfense. Et celui qui vous dit le contraire cherche seulement à vous maintenir enchaîné à la chaîne de l'abus. Ne confondez pas loyauté et servilité. Respecter celui qui vous trahit sans cesse n'est pas de la noblesse, c'est du masochisme émotionnel. Personne qui vous valorise vraiment ne va jouer avec votre confiance comme si c'était une pièce jetable. Le cercle vicieux de la trahison fonctionne ainsi. Aujourd'hui, vous pardonnez, demain vous doutez de vous-même, après-demain, vous vous résignez. Chaque cycle vous rend plus faible, plus dépendant du pardon des autres, plus insensible à votre propre douleur. Ici, il ne s'agit pas de comprendre le traître ni d'attendre des miracles de repentance. Il s'agit de couper, de mettre une réelle distance, sans discours ni scène, juste avec le froid de celui qui a compris que la dignité ne se négocie pas. Phrase emblématique. Vous tolérez la trahison, et vous disparaissez un peu chaque fois. Prenez la responsabilité de votre paix. Couper les liens avec la trahison constante n'est pas un service que vous rendez à l'autre, c'est une obligation envers vous-même. Le respect de soi exige des décisions inconfortables, pas des discours de compréhension éternelle. Si vous devez vous demander chaque semaine si vous pouvez faire confiance, vous avez déjà la réponse. Défendre votre identité est un acte radical. Cela se fait par des faits, pas par des explications. Il faut cesser d'avoir peur de la solitude, car la véritable solitude est de rester entouré de ceux qui vous vendent pour des miettes. Là où il y a trahison répétée, il ne reste que des débris d'estime de soi. Ne restez pas là. Votre valeur se démontre dans ce que vous choisissez de couper, pas dans ce que vous supportez. 10. Défends ton autonomie sans culpabilité. Personne ne te demandera la permission d'envahir ta vie si tu n'apprends pas à défendre ton autonomie. Il est inconfortable d'accepter que souvent tu remets le contrôle de tes décisions par peur de décevoir, par habitude de plaire, ou par cette loyauté mal comprise qui te fait sentir obligé de rendre des comptes à chaque pas que tu fais. Ce qui commence comme un geste de gentillesse ou d'adaptation finit par devenir une routine d'auto-annulation. Tu demandes avant d'agir, tu cherches l'approbation avant de choisir, et tu te surprends à céder des espaces que tu sentais auparavant comme les tiens. Le mécanisme est silencieux. Tu t'entraînes à justifier tes choix, à minimiser tes désirs, à demander pardon pour des besoins fondamentaux, juste pour éviter l'inconfort d'être jugé égoïste, distant ou froid. Ainsi, l'authenticité s'érode. Chaque fois que tu remets ton jugement pour plaire, tu renforces la croyance que le bien-être des autres est plus important que le tien. Défendre l'autonomie n'est pas un acte hostile. C'est le seul moyen de maintenir la dignité à long terme. La culpabilité est l'encre la plus lourde. Depuis petit, on te programme à te sentir mal si tu choisis différemment, si tu priorises tes objectifs, si tu dis non à ce qu'on attend de toi. Tu apprends à associer autonomie avec désamour, individualité avec rejet et liberté avec trahison. Le prix est élevé. Tu deviens expert en négociation avec toi-même, en étouffant tes intuitions, en acceptant les plans des autres comme s'ils étaient les tiens. Mais la véritable trahison est envers ta propre identité. Il y a une phrase iconique ici. La culpabilité des autres n'est pas ta dette. Tu n'as pas à porter l'insatisfaction ni les frustrations de ceux qui veulent te façonner à leur image.
tu n'es pas obligé d'expliquer chaque frontière que tu mets, ni de convaincre qui, que ce soit que ta vie t'appartient. Le conflit interne surgit parce que tu crains le jugement, la solitude ou la perte d'affection, mais la paradoxe est que céder ton autonomie ne te garantit jamais une acceptation réelle. Cela te transforme simplement en une version éditée de toi-même, utile aux autres, mais étrangère à toi. Le respect de soi commence quand tu cesses de t'excuser d'être qui tu es et de décider ce dont tu as besoin. Tu n'as pas à devenir un mur, mais tu dois être quelqu'un qui reconnaît la valeur de sa parole et de son choix. L'autonomie n'est pas de l'arrogance, c'est de la connaissance de soi appliquée. Le simple acte de dire « voici ce que je décide pour moi » est une déclaration d'indépendance émotionnelle qui désarme souvent ceux qui cherchent à te contrôler. Tu ne peux pas vivre en paix si chaque décision génère de la culpabilité. La véritable maturité est de comprendre que ton autonomie est un droit, pas un privilège que quelqu'un te concède. La défendre, même au prix de déranger les autres, est la plus grande démonstration de respect de soi. Phrase iconique. Autonomie sans culpabilité. Le bouclier invisible de la santé mentale. Ce que tu ne défends pas, tu le perds. Si ta vie devient une somme de concessions forcées, tu finis par être un spectateur de ta propre histoire. Choisir, maintenir et ne pas demander pardon pour cela. C'est là que commence la véritable liberté. Vivre seul, c'est comme rester seul dans une tempête sans abri. Tout le monde court se mettre à l'abri, cherche des refuges empruntés, des distractions pour apaiser la peur. Mais toi, tu décides de rester au milieu du vent, te mouillant jusqu'aux os, sans autre abri que ton propre esprit. Et là, dans le froid le plus cru, sans voix extérieures pour te dire qui tu es ou ce que tu dois faire, commence le véritable entraînement. Parce que la solitude n'est pas absence, c'est révélation. Et seuls ceux qui supportent le silence sans se briser découvrent de quoi ils sont vraiment faits. Cette vidéo n'est pas pour embellir la solitude avec des phrases vides. C'est pour ceux qui se sont sentis brisés en elle, confus, en guerre avec leur propre tête. C'est pour montrer que cette même solitude, si tu arrêtes de lui résister et commences à l'habiter, peut être ta plus grande transformation. Parce que vivre seul ne signifie pas être vide. Cela signifie arrêter de dépendre pour commencer à construire de l'intérieur. Et oui, ça va faire mal. Parce que le silence ne caresse pas, il confronte. Il te jette à la figure chaque partie de toi que tu as évité de regarder. Tes peurs, tes impulsions, tes dépendances émotionnelles, tes mensonges. Mais si tu soutiens le regard, si tu ne te caches pas, c'est là que commence le changement. Personne ne devient fort entouré d'applaudissements. La force naît quand il n'y a personne pour te relever et que tu te relèves quand même. La solitude est le champ de bataille où tu entraînes ton esprit, domptes tes émotions et façonnes ton caractère. Ce n'est pas une étape pour survivre, c'est un rituel pour renaître. Et si tu sais la parcourir avec intention, quand tu reviendras au monde, tu ne seras pas le même. Tu seras quelqu'un qui n'a plus besoin de s'intégrer, quelqu'un qui a appris à se soutenir seul. Parce que tu as compris quelque chose que la plupart ignorent, que vivre seul n'est pas perdre de la compagnie, c'est gagner en présence. Quand tout se tait, apparaît qui tu es vraiment. Le silence ressemble beaucoup à entrer dans une grotte en pleine obscurité. De l'extérieur, elle semble vide, inoffensive, mais une fois que tu entres, tout change. Tu ne vois rien, tu n'entends rien, jusqu'à ce que tu commences à t'écouter. Là-bas, où il n'y a pas de bruit pour te distraire ni de voix pour te calmer, tout ce que tu as réprimé commence à prendre forme. C'est là que résident les pensées que tu as enterrées, les peurs que tu as maquillées, les vérités que tu as niées. Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence totale de soi-même. Et quand tu vis seul, cette grotte devient ta maison. Beaucoup craignent le silence parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils trouveront en eux. C'est pourquoi ils le remplissent de musique constante, de réseaux sociaux, de conversations vides, de tout ce qui peut couvrir l'écho intérieur. Mais tôt ou tard, si tu décides de grandir, tu devras éteindre le monde pour pouvoir t'écouter. Parce que la croissance réelle ne vient pas des stimuli externes, mais du courage de faire face à ce que tu as toujours évité.
En solitude, il n'y a personne pour soutenir tes murs. Et quand les murs tombent, apparaît ce que tu es vraiment. Le silence n'est pas ton ennemi. C'est le maître le plus cru et le plus honnête que tu auras. Il ne va pas t'applaudir. Il ne va pas te dire que tout va bien. Il va te montrer les fois où tu as prétendu être bien, les décisions que tu as prises par peur, les fois où tu as cherché de la compagnie juste pour ne pas ressentir le vide. Et cette douleur est nécessaire. Parce que ça fait mal de regarder ce que tu n'as pas guéri, mais c'est 1000 fois pire de continuer à fuir cela. Habiter le silence, c'est choisir de voir clairement. Et la clarté, bien qu'inconfortable, libère. À ce stade où tu vis seul et le monde semble se taire, il y a une opportunité unique. Chaque matin en silence est un rendez-vous avec toi-même. Chaque nuit sans bruit est une fente pour découvrir quelles pensées apparaissent quand tu ne les contrôles pas. Ne sois pas effrayé si ce que tu entends n'est pas joli. Personne ne commence avec un esprit en paix, mais seul celui qui reste, qui écoute avec humilité, peut commencer à s'organiser de l'intérieur. La plupart des gens ne s'écoutent que lorsqu'ils crient. Celui qui apprend à s'écouter calmement prend l'avantage. La philosophie stoïcienne a toujours parlé du pouvoir de l'introspection. Marc Aurèle, dans ses méditations, n'écrivait pas pour les autres. Il écrivait pour organiser son esprit au milieu du chaos. Épictète enseignait que tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler tes jugements, tes pensées, ton dialogue interne. Et cet entraînement commence dans le silence. Pas quand tu es entouré de gens, pas quand tu as un soutien constant, mais quand le seul son est ta respiration et tes pensées qui se heurtent les unes aux autres. La plupart survivent au silence comme s'il était une menace. Mais celui qui l'habite avec intention le transforme en force. Tu n'as pas à avoir toutes les réponses, mais tu dois avoir le courage de te poser les bonnes questions. Pourquoi fuis-tu d'être avec toi? Qu'essaies-tu d'éviter? Que se passe-t-il quand toutes les voix s'éteignent et qu'il ne reste que la tienne? Ne fuis pas le silence, utilise-le. Parce que c'est là que l'esprit fort s'entraîne. C'est là que tu découvres qui commande en toi. Tes peurs, ou ta conscience. Tu n'es pas dans une grotte pour te cacher. Tu es là pour t'écouter. Et quand tu le fais, tu n'as plus besoin de tant de bruit pour te sentir vivant. 2. Crée de l'ordre avant que le chaos ne décide pour toi. L'esprit est comme une pièce sans fenêtre. Si tu ne décides pas ce qui entre et ce qui sort, tôt ou tard, la poussière s'accumule, les objets s'entassent et le désordre te consume de l'intérieur. Personne n'entre là-bas sauf toi, et pourtant, beaucoup permettent que cette pièce interne soit remplie de pensées étrangères, d'émotions non traitées et de décisions reportées. Quand tu vis seul, le désordre ne se cache pas. Il n'y a pas d'excuses, pas de coupable, pas de distraction qui maquille la confusion. Là, tu te confrontes face à face avec la façon dont tu organises ou négliges ton propre monde intérieur. La solitude a cette cruauté. Elle transforme chaque acte en reflet de ton état mental. Les vêtements non pliés, la vaisselle non lavée, le réveil que tu repousses, tout parle de comment tu te sens à l'intérieur. Et le problème n'est pas le désordre physique, mais ce qu'il représente. Parce que lorsque tu laisses l'environnement décider pour toi, lorsque tu permets au chaos de s'installer, ce que tu dis, même en silence, c'est que tu as abandonné. Que tu ne crois pas que tu mérites la clarté, ni la structure, ni la paix. L'ordre, dans la vie de celui qui vit seul, n'est pas une obsession esthétique, c'est une déclaration de pouvoir personnel. Il ne s'agit pas d'avoir tout impeccable, mais de marquer ton territoire dans ton propre esprit. De te prouver que tu peux maintenir un rythme, créer une routine, construire une structure qui ne dépend de rien ni de personne. Parce que dans le chaos, vit l'anxiété, le doute, la perte de direction. Mais l'ordre, bien qu'il semble simple, est une ancre. Et lorsque le monde extérieur est agité, cette ancre te sauve de naufrager dans tes propres pensées. La philosophie stoïcienne insiste sur l'importance de ce que tu peux contrôler. Et en solitude, ce contrôle commence par ce que tu fais de ton temps, de ton corps, de tes habitudes.
Tu ne peux pas contrôler la tristesse, mais tu peux faire ton lit. Tu ne peux pas contrôler l'incertitude, mais tu peux sortir marcher à la même heure chaque jour. Tu ne peux pas contrôler le passé, mais tu peux écrire ce que tu ressens et transformer le chaos émotionnel en mots. C'est le genre d'ordre qui non seulement organise l'environnement, mais organise ton caractère. Créer de l'ordre ne signifie pas vivre rigide. Cela signifie avoir le courage de prendre des décisions conscientes avant que la négligence ne te façonne sans que tu t'en rendes compte. Et ce n'est pas facile, parce que lorsque personne ne te voit, il est tentant de lâcher la corde, tout remettre à plus tard, manger n'importe quoi, dormir sans horaire, penser que ce n'est pas grave si tu laisses la journée s'écouler sans direction. Mais ça l'est. Parce que chaque fois que tu choisis le désordre, tu renforces l'idée que ta vie ne mérite pas de structure. Et cela affaiblit lentement ta discipline, ton estime de toi et ta clarté. L'ordre est une forme de résistance. C'est la façon dont tu dis au chaos, « Ici, c'est moi qui commande ». N'attends pas d'avoir de la motivation pour ranger. Fais-le quand tu n'en as pas envie, parce que c'est là que se construit le caractère. Dans l'acte simple de nettoyer ton espace, de planifier ta journée, de respecter une routine, tu dis quelque chose de plus profond. Tu dis que ta vie vaut assez pour la soutenir avec intention. Et ce message, répété jour après jour, commence à transformer ta perception de toi-même. Vivre seul ne doit pas être synonyme de désordre émotionnel ou physique. Au contraire, c'est le moment idéal pour redéfinir ta structure interne. N'attends pas que le chaos te force à réagir. Anticipe. Décide comment tu veux habiter ton jour, ta maison, ton esprit. Parce que si tu ne le fais pas, le chaos le fera pour toi. Et ce que le chaos décide te mène rarement là où tu veux aller. 3. Ta voix intérieure peut te relever ou te détruire. Ton esprit est comme une pièce avec des haut-parleurs internes qui ne s'éteignent jamais. Tu peux sortir du bruit extérieur, tu peux éteindre le téléphone, fermer les fenêtres, mais tu ne peux pas fuir cette voix qui vit en toi et qui te parle sans cesse. Cette voix te suit partout, te parle pendant que tu te douches, pendant que tu marches, pendant que tu essaies de dormir. Et le plus dangereux, c'est que tu ne la remets pas toujours en question. Souvent, tu l'écoutes simplement, tu la crois, tu lui obéis. Cette voix peut devenir ton meilleur allié ou ton pire bourreau. Tout dépend de ce que tu lui as appris à dire. Vivre seul te force à affronter cette voix sans filtre. Quand il n'y a pas de stimuli externe pour couvrir tes pensées, tout est amplifié. Les jugements, les doutes, les comparaisons, les souvenirs. Ce que tu pouvais ignorer entre les conversations, le bruit et la compagnie, devient maintenant le protagoniste. Et si cette voix intérieure est entraînée à te couler, à te répéter tes échecs, à t'humilier avec tes erreurs, tu vas sentir que tu vis avec un ennemi que tu ne peux pas expulser. Mais si tu l'entraînes à te corriger sans te maltraiter, à te demander sans t'écraser, à te guider au lieu de te saboter, alors cette voix devient une force pure. La plupart des gens vivent sans se rendre compte que cette voix n'est pas la vérité. C'est juste l'écho de tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont souffert, tout ce que les autres leur ont dit et qu'ils ont adopté. Cette voix se forme avec des années d'expérience, de critiques, de blessures et de croyances non remises en question. Et quand tu vis seul, cet écho devient plus clair. Là, tu peux commencer à entendre ce qu'elle dit vraiment. Et le plus important, tu peux commencer à lui répondre. Pas avec de la haine, mais avec de la conscience. Pas avec de la peur, mais avec de l'intention. Marc Aurèle parlait dans ses écrits avec lui-même. Non pas pour bien paraître devant quelqu'un, mais pour rééduquer son esprit. C'est ce qu'on fait en solitude. Observer ce que la voix intérieure répète et commencer à la modeler. Tu ne peux pas permettre que ton dialogue interne soit un couteau qui te blesse tous les jours. Tu n'as pas non plus besoin de le transformer en un mensonge optimiste. Il suffit que cette voix soit juste, ferme et humaine. Qu'elle ne te parle pas comme ton pire ennemi, mais comme quelqu'un qui veut te voir avancer sans dissimuler tes erreurs ni les amplifier. Réviser ton dialogue interne n'est pas quelque chose que tu fais une fois. C'est un exercice quotidien, parfois épuisant,
mais essentiel, parce que ce que tu te dis quand tu es seul, sans public, sans compagnie, sans validation, c'est ce qui définit la relation que tu as avec toi-même. Tu peux construire toute une vie en cherchant l'approbation externe, mais si tu ne sais pas te parler avec respect, tu ne te sentiras jamais en paix. La tranquillité ne vient pas du silence extérieur, elle vient de l'équilibre interne entre exigence et compassion. La prochaine fois que tu te surprends à te dire « je ne peux pas, je suis un désastre, je ne changerai jamais », arrête-toi. Demande-toi si c'est vraiment ta voix ou si c'est la voix de quelqu'un qui t'a marqué. Peut-être que cette voix n'est pas née avec toi, peut-être que tu l'as héritée. Mais aujourd'hui, en vivant seul, tu as l'espace et la liberté pour la réécrire. Tu peux entraîner ton esprit à être un refuge, pas une prison, pour qu'il te rappelle qui tu es au milieu du chaos, pas pour te rappeler ce que tu as perdu. Ta voix intérieure est le narrateur de ta vie. Et si ce narrateur ne répète que la douleur, la critique et la peur, peu importe combien tout est en ordre à l'extérieur, à l'intérieur, ce sera toujours un champ de bataille. Mais si tu réussis à enseigner à cette voix à être claire, ferme et sage, tu auras fait un pas de géant dans ton processus de transformation. Parce qu'il n'y a pas de solitude plus destructrice que celle de vivre avec un esprit qui ne sait pas comment te traiter. Et il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui de transformer cet esprit en ton véritable foyer. 4. Pose des limites avant que le monde ne te consume. Ta vie est comme un terrain fertile. Si tu ne mets pas de clôture, n'importe qui entrera pour le fouler, pour prendre ce qu'il veut, pour le salir, même sans mauvaises intentions. Et quand tu t'en rends compte, tu ne sais plus quelle partie du terrain t'appartient vraiment. Tu es épuisé, sans espace, sans clarté. Les limites ne sont pas des murs pour t'éloigner du monde. Ce sont des structures pour protéger ce que tu cultives. Et quand tu vis seul, tu n'es pas à l'abri de l'interférence du monde. Au contraire, c'est quand tu es le plus vulnérable à remplir ton espace avec ce dont tu n'as pas besoin, avec ce qui ne te nourrit pas, avec ce qui te distrait seulement. Il y a un mensonge très répandu, être seul t'isole de tout. En réalité, c'est dans la solitude que l'on remarque le plus combien de toi a été façonné par l'extérieur. Tu te rends compte de combien de décisions tu as prises sous pression, combien de fois tu as dit oui par peur du rejet, combien de fois tu as laissé quelqu'un occuper ton espace émotionnel, mental ou physique, simplement parce que tu ne savais pas poser de limites. Et c'est là que commence le vrai travail, non seulement être seul, mais aussi reconstruire ta capacité à décider jusqu'où les autres peuvent aller et où tu commences. Une limite ne s'impose pas avec des cris, elle se construit avec clarté. Savoir dire non n'est pas être égoïste, c'est être conscient. Dire « cela n'entre pas dans ma vie » n'est pas se fermer au monde, c'est ouvrir la porte seulement à ce qui ajoute. Les stoïciens parlaient de la tempérance, non pas comme une restriction absurde, mais comme l'art de choisir ce qui est juste. Se fixer des limites à soi-même est la première étape. Savoir jusqu'où tu vas céder, combien d'énergie tu vas donner, quelles conversations tu ne vas plus tolérer, quelles habitudes tu ne vas plus répéter même si cela te coûte. Quand tu vis seul, personne ne te surveille. Cela te donne du pouvoir, mais aussi de la responsabilité. Tu peux laisser tout entrer, des messages à n'importe quelle heure, des nouvelles qui ne font qu'intoxiquer, des personnes qui ne cherchent qu'à se vider sur toi. Ou tu peux élever un mur interne qui n'isole pas, mais qui protège. Parce que vivre en paix n'est pas seulement méditer ou lire des livres, c'est filtrer ce que tu laisses toucher ton esprit, ton corps, ta routine. Et cela ne se fait qu'avec des limites fermes, conscientes et soutenues. Beaucoup de gens se sentent coupables de poser des limites. Ils pensent qu'ils sont durs, qu'ils éloignent les autres. Mais si tu ne prends pas soin de ton espace, personne ne le fera pour toi. Tu ne peux pas blâmer le monde pour avoir envahi ce que tu as laissé ouvert. C'est inconfortable, oui, mais nécessaire. Parce que chaque fois que tu dis non avec respect, tu te dis oui à toi-même. Chaque fois que tu t'éloignes de ce qui te vide, tu te rapproches de ton centre. Ce n'est pas une fuite, c'est de la maturité. Imagine que ta journée est une pièce avec une porte. L'as-tu toujours ouverte? Entre qui veut, quand il veut, en disant ce qu'il veut.
Ou as-tu déjà appris à fermer la porte quand tu as besoin de silence, quand tu as besoin de te concentrer, quand tu as besoin de guérir? Tu n'es pas plus sage pour tout supporter. Tu es plus sage quand tu sais ce que tu ne vas pas permettre. C'est du respect, c'est de l'auto-soin, c'est te connaître assez pour savoir que tu mérites d'être en paix. Les limites ne doivent pas être des excuses pour éviter la croissance, elles doivent être des chemins pour conserver ton énergie pour ce qui compte vraiment. Parce que si le monde te consomme, il ne reste rien de toi pour toi. Et dans ce vide, revient le chaos, revient le désordre, revient la confusion. Ne laisse pas cela se produire. Définis ton espace, honore ton processus, protège ton énergie. Parce que celui qui n'apprend pas à dire stop finit par vivre la vie que les autres décident. Et il n'y a pas de perte plus grande que celle-là. 5. Transforme la solitude en une discipline quotidienne. La solitude est comme une montagne enneigée. Vue d'en bas, elle semble froide, dure, inaccessible. Mais celui qui décide de l'escalader et de rester découvre une clarté qui ne se trouve pas sur les chemins faciles. Il ne s'agit pas de survivre au froid, il s'agit de s'adapter à lui, de bouger avec précision, de respirer consciemment, de faire de chaque pas un choix. C'est ainsi que fonctionne aussi le processus d'être seul. Il ne suffit pas de le supporter ou de le tolérer. Ce qui transforme, c'est de le convertir en discipline, en une forme de vie qui te forge, qui t'organise, qui t'apprend qui tu es quand tout l'extérieur disparaît. La plupart croient que la solitude est une parenthèse, un moment entre les relations, entre les étapes, entre les projets. Mais ceux qui changent vraiment ne sont pas ceux qui attendent que ça passe. Ce sont ceux qui utilisent chaque jour comme un entraînement. Parce que lorsque tu n'as pas à respecter les horaires des autres, lorsque personne ne t'attend ni ne te demande, ce que tu fais de ton temps devient une preuve brutale de ton engagement envers ta propre croissance. Te lèves-tu ou restes-tu? Manges-tu par impulsion ou par soin? Perds-tu des heures ou les investis-tu? La solitude met en lumière ta véritable relation avec la discipline. Transformer la solitude en routine n'est pas remplir ta journée de tâches comme échappatoire, c'est établir des rythmes qui te soutiennent, avoir des horaires qui te renforcent, pas qui te serrent. Faire de ton matin un acte conscient, de tes après-midi un espace de concentration, de tes soirées une clôture avec intention. Et pas parce que quelqu'un te le demande, mais parce que tu choisis de te construire à partir de l'ordre. La discipline en solitude est liberté. Pas la liberté de faire n'importe quoi, mais la liberté de diriger ton énergie vers ce qui en vaut la peine, vers ce qui te fait avancer même quand personne ne regarde. Les stoïciens ne parlaient pas de discipline comme d'une punition, mais comme d'une vertu. Sénèque disait que la liberté est d'obéir à la raison. Et Épictète enseignait que celui qui se domine lui-même n'a plus besoin de dominer quoi que ce soit d'autre. Vivre seul est l'occasion parfaite de pratiquer cette autonomie réelle, celle qui ne dépend pas de la surveillance ni des règles imposées, mais de la conviction. Quand tu te disciplines dans la solitude, tu te dis à toi-même que tu comptes, que tes habitudes ne sont pas décoratives, elles sont fondamentales. N'attends pas d'être motivé. Attends d'être engagé. La différence est énorme. La motivation s'en va, la discipline reste. Il y aura des jours où il te sera difficile de te lever, où tu voudras te perdre dans les distractions, où tu sentiras que rien n'a de sens. C'est là que se mesure ton processus. Parce que n'importe qui peut être ordonné quand tout va bien. Mais celui qui reste ferme dans la routine, quand l'esprit doute, quand le corps ne veut pas, quand le silence pèse, c'est celui qui est vraiment en train de changer. Commence par le minimum. Réveille-toi à la même heure. Planifie tes repas. Entraîne ton corps, même si ce n'est que pour une demi-heure. Consacre un moment de la journée à la réflexion sans écran. Tu n'as pas besoin de transformer ta vie d'un coup. Tu as juste besoin de te prouver, jour après jour, que tu peux te soutenir sans dépendre du chaos extérieur. Et quand cela devient une habitude, tu te rends compte de quelque chose de fondamental, que la solitude n'était pas le problème.
C'était l'outil dont tu avais besoin pour devenir quelqu'un de solide. Parce que quand la solitude cesse d'être une improvisation et devient un rituel, elle ne fait plus peur, elle donne du pouvoir. Le pouvoir de te choisir, le pouvoir de ne pas te distraire, le pouvoir de continuer à avancer sans témoin. Et cela, dans un monde plein de bruit, est une forme de force que peu de gens connaissent. Mais tu peux la construire, pas à pas, jour après jour, jusqu'à ce que la solitude cesse d'être un lieu inconfortable et devienne ta meilleure discipline. 6. Ce que tu fais quand personne ne te voit définit qui tu es. Être toi-même sans témoin, c'est comme marcher sur un pont invisible. Personne ne voit si tu avances ou si tu t'arrêtes, si tu trébuches ou si tu te relèves. Seul toi sais si le sol est ferme ou si tu es au bord de l'effondrement. Il n'y a pas de public, pas de validation, pas de regard pour te récompenser de bien faire. Il n'y a que toi avec ta conscience. Et c'est le jugement le plus difficile à affronter. Parce que quand personne ne te regarde, il n'y a pas d'excuses. Il ne reste que tes décisions. Et c'est là que se révèle qui tu es vraiment. La plupart des gens se comportent en fonction de leur environnement. Dehors, ils sont courageux, concentrés, positifs. Mais quand la solitude arrive, quand la nuit tombe et que toutes les voix s'éteignent, la version réelle apparaît. Pas celle que le monde applaudit, mais celle que personne ne connaît. Et dans cet espace sans témoin, les décisions pèsent plus lourd, parce que quand tu fais ce qui est juste sans avoir besoin que quelqu'un le sache, c'est là que tu construis ton caractère. Mais si tu n'es discipliné que quand on te regarde, tu n'es pas fort. Tu joues la comédie. Être seul n'est pas le problème. Le problème est ce que tu fais de ce silence. Tu peux l'utiliser pour grandir ou pour te détruire. Tu peux le transformer en excuse ou en entraînement. Personne ne voit si tu repousses ton jour ou si tu l'affrontes. Personne ne t'applaudit si tu tiens ta parole. Personne ne te pointe du doigt si tu mens ou si tu abandonnes. Mais tu le sais. Et cette connaissance pèse. Elle pèse quand tu prétends que ça n'a pas d'importance. Elle pèse quand tu répètes que demain sera différent. Mais aujourd'hui, tu retombes dans la même chose. Parce que ce que tu fais sans témoin s'accumule. Cela s'inscrit dans ton esprit. Et un jour, cela devient ton identité. Les stoïciens insistaient sur l'intégrité interne. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler à lui-même quel type d'homme il devait être. Non pas pour qu'on l'admire, mais pour ne pas se perdre dans les flatteries ou le chaos. Parce que quand tout est silencieux, la seule chose qui peut te soutenir est la cohérence avec toi-même. Si tu dis que tu veux la paix mais que tu vis en contradiction, tu ne progresses pas, tu t'épuises. Si tu affirmes que tu cherches un but mais que ta journée s'échappe en distraction, tu n'es pas seul, tu es abandonné. La solitude est un privilège mal compris. Les gens la fuient parce qu'ils ont peur de se confronter à ce qu'ils font quand personne ne regarde. Mais c'est justement là, dans cet espace sans filtre, que tu peux te renforcer, quand tu te lèves sans qu'on te le demande. Quand tu tiens tes promesses sans que personne ne t'exige. Quand tu t'entraînes, réfléchis, étudies, corriges, sans avoir à prouver quoi que ce soit à personne, tu envoies un message clair à ton esprit. Ma parole vaut même quand je suis le seul à l'entendre. C'est du respect, c'est de la discipline profonde, et c'est aussi de la liberté, parce que tu ne dépends plus de la pression extérieure pour rester debout. Tu n'as plus besoin d'un patron, d'un ami, d'un partenaire ou d'une autorité pour être constant. Tu t'as toi. Et si tu arrives à tenir cela, alors tu as gagné quelque chose qui ne s'achète ni ne se feint, l'intégrité. Alors regarde-toi aujourd'hui. Pense à ce que tu as fait quand personne ne te regardait. As-tu tenu bon ou as-tu cédé à nouveau? Non pas pour te juger, mais pour que tu t'en souviennes. Parce que chaque choix dans l'ombre construit l'avenir que tu verras en pleine lumière. Et si aujourd'hui tu décides de te corriger, si aujourd'hui tu décides de tenir bon même sans témoin, tu es un pas de plus vers être quelqu'un de réel, solide et libre. Personne n'a besoin de le savoir. Il suffit que tu ne l'oublies pas. 7. Le silence révèle ce que le bruit te cache. Le bruit est comme un brouillard lumineux. Il brille, distrait, séduit. Mais il cache aussi. Derrière chaque son constant, chaque message, chaque stimulus qui interrompt tes pensées,
Il y a quelque chose que tu n'as pas voulu voir. Et quand le bruit disparaît, quand tu te retrouves enfin dans une pièce où tu n'entends que ta respiration, le monde réel apparaît. Pas le monde extérieur, mais celui de l'intérieur. Celui qui attend depuis des années que tu le regardes. Le silence n'invente rien. Il te montre seulement ce qui a toujours été là et que toi, par confort ou par peur, as décidé d'ignorer. Nous vivons entourés de distractions. Des musiques qui sonnent sans sens, des conversations qui comblent des vides, des écrans allumés du lever au coucher du soleil. Et l'ironie est que tout ce bruit semble être la liberté. Mais en réalité, c'est une forme sophistiquée d'esclavage. Parce que quand tu es seul et que tout se tait, beaucoup ne supportent pas 5 minutes sans chercher quoi écouter, quoi regarder, quoi répondre. Pas par ennui, mais parce qu'ils savent que si le silence s'étire, ils commencent à s'écouter. Et tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que cette voix intérieure a à dire. La solitude sans silence n'est pas une transformation, c'est une évasion. Il ne suffit pas d'être sans compagnie. Il faut apprendre à être sans distraction. Parce que c'est seulement dans cet espace pur, où il n'y a pas de bruit pour te défendre, que les pensées qui révèlent le fond de ton histoire apparaissent. Cette insécurité que tu n'as pas encore résolue, ce schéma que tu continues à répéter, cette blessure que tu pensais fermer. Et bien sûr que ça dérange. Bien sûr que ça dérange. Le silence n'est pas confortable. Il est direct. Il ne te crie pas, mais il ne te ment pas non plus. La philosophie stoïcienne parlait de la retraite comme d'une forme de nettoyage mental. Pas pour devenir un ermite, mais pour cesser d'être esclave du bruit extérieur. Marc Aurèle écrivait qu'il n'est pas nécessaire de fuir à la campagne ou dans la nature pour trouver la paix. Il suffit d'entrer en soi-même. Mais cette entrée ne se fait pas avec de la musique en fond sonore, ni avec des conversations forcées, ni avec 1000 stimuli ouverts en même temps. Elle se fait dans le silence. Dans ce moment où tout le reste se ferme et il ne reste que ta conscience qui regarde en face ce que tu ressens vraiment. Le silence, si tu sais l'utiliser, devient un filtre. Tu cesses d'accepter ce que tu tolérais auparavant. Tu découvres que beaucoup de tes réponses étaient automatiques, que tes opinions étaient héritées, que tes désirs n'étaient même pas les tiens. Parce que quand tout se tait, tu cesses de réagir et tu commences à observer. Et cette observation change tout. Tu te rends compte que tu n'es pas triste, tu es épuisé, que tu n'es pas en colère, tu es frustré, que tu n'es pas perdu, tu n'as simplement jamais pris le temps de t'arrêter. Et cela ne s'apprend pas en lisant, cela s'apprend en se taisant. La véritable transformation commence lorsque tu apprends à ne pas fuir le silence, quand tu cesses d'avoir besoin de musique pour marcher, de notifications pour te sentir vivant, de bruit pour t'échapper de toi-même. Ce n'est pas que le bruit soit mauvais, c'est qu'il ne peut pas être constant, il ne peut pas être ton refuge, parce que si tu ne le lâches jamais, tu ne découvriras jamais ce qui se cache derrière, et ce derrière est souvent inconfortable, mais il est aussi libérateur. Alors reste dans le silence, même si au début il semble vide, même si tu as peur de ce qui va apparaître, même si tu ne comprends pas ce que tu ressens, reste. Parce que derrière ce malaise, il y a des réponses, il y a de la clarté, et il y a une version de toi qui ne pourra jamais se réveiller tant que tu resteras anesthésié par le bruit. Le silence, si tu le vis avec fermeté, ne t'éteint pas, il te révèle. Et dans un monde où tout le monde le fuit, celui qui ose l'écouter commence déjà à être différent. 8. Tu n'es pas seul, tu es en formation. Vivre seul n'est pas une punition, c'est une forge. Tu n'es pas perdu, tu es en train d'être façonné. Ce qui semble maintenant vide, confusion ou isolement est en réalité l'étape la plus honnête de tout processus de transformation. Comme l'acier avant de devenir une épée, comme la graine avant de percer la terre, tu traverses un processus que beaucoup ne comprendront pas de l'extérieur, car la croissance silencieuse est invisible à l'œil pressé. Mais tu la sens. Tu sens comment quelque chose en toi se durcit, non pas de froideur mais de solidité. Et cela, bien que cela fasse mal, est une évolution.
La société t'a appris à craindre d'être seul. Elle t'a vendu l'idée que tu as besoin d'une compagnie constante pour te sentir complet, que la valeur se mesure en connexion et le bonheur en validation. Mais personne ne t'a appris à te regarder en solitude et à reconnaître le pouvoir qui y réside. Car celui qui apprend à se soutenir sans mains extérieures, celui qui cesse de demander l'approbation et commence à marcher de ses propres pas, celui-là ne revient pas de la même manière. Il ne revient pas vide, il revient éveillé. Tu n'es pas seul, tu es en train de nettoyer. Tu filtres ton environnement, tes relations, tes habitudes, tes pensées. Tu détoxifies ton esprit de tout ce qui l'affaiblissait. Tu reconfigures ta capacité à choisir à partir de la clarté, non de la peur. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la sélection. Tu apprends à être suffisant sans dépendre des regards, à être en silence sans te sentir perdu, à agir sans attendre que quelqu'un te dise si tu as bien ou mal fait. Et cela, même si le monde ne l'applaudit pas, est une des formes les plus pures de liberté. Ce moment de solitude n'est pas la fin du chemin, c'est le début de ta reconstruction. C'est la pause nécessaire avant le saut. C'est l'espace dont l'âme a besoin pour lâcher tout ce qui est faux et se rappeler l'essentiel. Tu es dans un processus qui n'est pas toujours visible, mais que tu ressens à chaque décision que tu prends, à chaque émotion que tu traverses sans anesthésie, à chaque acte quotidien que tu fais maintenant pour toi et non pour quelqu'un d'autre. C'est là que se produit le véritable changement. Pas dans les discours, pas dans les plans futurs, dans ce que tu choisis aujourd'hui, dans ce que tu soutiens en silence, dans ce que tu décides de laisser derrière toi sans faire de bruit. Rappelle-toi ceci, tu n'es pas brisé, tu es en train de construire une base. Tu n'es pas isolé, tu es en train de te reconnecter avec toi-même. Et tu ne perds pas ton temps, tu es en train d'affiner l'instrument qui jouera avec force lorsque le moment sera venu. Cette étape est difficile, oui. Il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas de témoins. Mais c'est pour cela qu'elle est sacrée. Parce que tout ce que tu accompliras maintenant, tout ce que tu conquéras dans cette solitude sera à toi pour toujours. Personne ne pourra te l'enlever. Personne ne pourra le feindre. Tu n'es pas seul. Tu es en formation. Tu écris une nouvelle version de toi-même chaque jour où tu choisis de ne pas abandonner. Chaque silence que tu habites sans fuir, chaque limite que tu imposes, chaque pensée que tu transformes. Tu apprends à être avec toi sans bruit, sans mensonge, sans masque. Et lorsque tu auras terminé ce processus, tu n'auras pas besoin de t'expliquer. Ta présence parlera pour toi. Et le monde le ressentira, même s'il n'a jamais vu le chemin que tu as parcouru. Parce que ceux qui se forment dans le silence marchent avec une force qui ne se crie pas. Elle se respire, elle se remarque, elle s'impose, sans effort, sans mots, juste en existant. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.